disait Guy Millière est politologue. Vous êtes passé d'ailleurs, vous êtes en revenant d'Israël, je crois que vous êtes passé en Turquie, c'est intéressant. Certains parlent de printemps turc, c'est-à-dire face à un régime qui est considéré comme islamiste, qui a connu une grande période évidemment laïque et musulmane et laïque, c'était un événement tout à fait extraordinaire au plan historique. Un mot, la premier tour de table, pour essayer de pouvoir avancer dans ce débat. Un mot sur ce sujet général, l'islam radical au plan international. Là aussi, en 2 minutes, c'est possible, il prospère. En 2 minutes, ça va être très difficile. Je viens de donner une série de conférences tout autour d'Israël, dans 4 coins d'Israël, sur ce sujet. Je dirais bien plus longtemps que 2 minutes. Ça, je me serais fait virer avec pertinence. Donc, on va essayer de résumer les choses. Fondamentalement, je suis d'accord avec ce qu'Alexandre vient de dire. Je dirais que nous sommes dans un contexte où effectivement l'islam est une religion bloquée et stérilisée. Et c'est le cas au-delà de l'islam, de la civilisation islamique, depuis la fin de l'interprétation, depuis la fermeture des portes de l'Ijtihad, comme l'a dit Alexandre il y a un instant. La conséquence de cela, c'est que tout l'islam est enfermé dans un dogmatisme quasiment stérile depuis 8 siècles au moins. L'une des conséquences de cette stérilisation, ça a été l'effondrement graduel de la civilisation islamique. Cet effondrement graduel a provoqué, à partir de la fin du XVIIIe siècle, plus nettement pendant le XIXe siècle, des mouvements de réaction. C'est-à-dire qu'au sein de l'islam, il y a des gens qui se sont dit « Mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui arrive à la civilisation musulmane ?» Les réponses à cette question ont été de 2 ordres. D'un côté, le développement d'un mouvement réformiste et laïciste. Ce mouvement a pu déboucher sur le mouvement des jeunes Turcs, par exemple en Turquie, sur le mouvement qui a porté le premier Shah d'Iran de la dynastie Pahlavi à arriver au pouvoir. Ça a pu avoir d'autres incidences, mais enfin celles-là ont été réelles. Et si on regarde ce qui s'est passé en Turquie sous Mustafa Kemal, Atatürk, on voit qu'il y a eu une volonté de faire refluer l'islam considéré comme un danger dogmatique empêchant le pays d'évoluer. C'est pour cela que d'ailleurs le turc ne s'écrit plus avec l'alphabet arabe et s'écrit maintenant avec un alphabet latin. Ça a été décidé pour freiner, voire empêcher la lecture du Coran qui, selon le discours dogmatique, doit être lu en arabe parce que Dieu l'a dicté directement en arabe. Dieu parlait arabe beaucoup mieux même que Muhammad. C'est ce qui se répète à l'entour de la mosquée bleue au centre de Istanbul ces derniers jours. J'en ai fait l'expérience. Bon, donc il y a eu cette première direction, et cette première direction, elle a débouché aussi, outre ce que je viens de dire, sur la naissance du nationalisme arabe. Le nationalisme arabe, simplement, s'est teinté assez vite, lorsque le national-socialisme et le fascisme ont émergé, de doctrines fascistes et national-socialistes. Ça a donné, entre autres, les partis basses qui ont été au pouvoir en Syrie, enfin qui est toujours partiellement au pouvoir en Syrie, et qui a été au pouvoir en Irak sous Saddam Hussein. Ça a donné toutes les autres formes de nationalisme arabe, celui qui a porté les colonels à l'époque de Nasser et jusqu'à Moubarak au pouvoir, celui qui a pu teinter le FLN en Algérie, etc. Bon, toute cette branche, je dirais qu'elle a, hélas, en dehors de la Turquie, fait largement faillite. Elle a débouché sur un effondrement généralisé. Donc il reste l'autre branche, et l'autre branche, c'est la branche de l'islam radical. Et cette branche, depuis des années, depuis plusieurs décennies maintenant, elle est en train de gonfler comme une tumeur dangereuse dans l'ensemble du monde musulman, et en particulier dans le monde arabe. Et je dirais que nous sommes aujourd'hui dans une phase où, parce qu'il y a un effondrement civilisationnel dans le monde arabe, avec un échec économique, politique, culturel, nous sommes dans une phase de déferlement généralisé de l'islam radical. Alors cet islam radical, il a commencé à déferler en fait avec l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini en Iran, et donc avec la prise de pouvoir par les radicaux dans l'islam chiite. Depuis 3 ans, depuis ce qu'on a appelé à tort le
printemps arabe, qui a toujours été un hiver islamique, on assiste à ce déferlement dans l'ensemble du monde arabe sous sa forme sunnite. Et nous avons en Syrie actuellement un affrontement entre l'islam radical sunnite et l'islam radical chiite. Et cela débouche sur tous les morts de la guerre civile que l'on connaît, cela débouche aussi sur le fait que des islamistes tuent d'autres islamistes, et d'une manière qui peut paraître paradoxale ou attristante, mais c'est une réalité, cela constitue une nouvelle qui n'est pas si mauvaise que cela pour Israël, puisque quand les gens du Hezbollah sont obsédés par la volonté de tuer des frères musulmans ou d'Al-Qaïda, et quand les gens des frères musulmans et d'Al-Qaïda sont obsédés par la volonté de tuer des gens du Hezbollah, cela fait moins de gens du Hezbollah, cela fait moins de gens d'Al-Qaïda, cela fait moins de gens des frères musulmans en Syrie. Bon. Voilà la situation telle qu'elle peut être décrite. Ce déferlement de l'islam radical, en tout cas, c'est un déferlement qu'il importe de voir comme un déferlement du XXIe siècle. C'est-à-dire que même là où vous avez des islamistes les plus radicaux, ce sont des gens qui ont des téléphones portables, ce sont des gens qui savent utiliser Internet, ce sont des gens qui savent utiliser la télévision. Donc penser que le déferlement de l'islam radical va se limiter au monde musulman est une utopie. L'islam radical, comme on le voit de plus en plus dans le contexte européen, pénètre le monde européen. Il le pénètre par le biais d'Internet, il le pénètre par le biais de la télévision. Youssef Al-Qaradawi dont parlait Alexandre il y a un instant, est quelqu'un qui a une émission régulière sur Al Jazeera, la chaîne du Qatar, qui est aussi le propriétaire du Paris Saint-Germain. Donc concrètement, il y a une pénétration de l'islam radical dans les pays européens. Et quand j'entendais tout à l'heure l'évêque de Lyon qui disait qu'il n'y a pas de doctrine de l'islam radical, c'est faux, c'est inexact. Il y a une doctrine chiite qui est celle développée par l'ayatollah Khomeini, et il y a une doctrine sunnite qui a été développée par les frères musulmans, par d'autres organisations radicales, et cette doctrine, elle existe, elle est en place, elle se dissémine, elle a ses instruments, et elle continue à pénétrer l'ensemble du monde occidental aujourd'hui. Donc elle pénètre l'ensemble des banlieues, ce qu'on appelait il y a quelques années les banlieues de l'islam, ce qu'on appelait les territoires perdus de la République. Tout cela est en train d'être pénétré par cette doctrine qui existe. L'évêque de Lyon aussi parlait tout à l'heure en disant qu'il est inexplicable que des jeunes jouent sur Internet et fassent des choses comme ça, et ensuite ça s'avère être des djihadistes. Là aussi, c'est quelque chose qui est tout à fait explicable. Dans la doctrine de l'islam radical, on peut parfaitement donner l'impression de se fondre dans le monde occidental pour mieux frapper ensuite. Et c'est ce qui se passe depuis des années et des années. Les gens qui ont fait les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis sont des gens qui fréquentaient des bars et qui buvaient de l'alcool la veille encore. Donc il importe de bien voir à quoi nous faisons face. Et l'un des grands dangers pour le monde, c'est donc cela, mais je dirais que ce danger va se trouver atténué par le fait qu'il y a, comme je le disais il y a quelques instants, un effondrement du monde arabo-musulman. Et je pense que cet effondrement, il va se poursuivre et s'exacerber parce que l'islam radical n'apporte aucune réponse politique, aucune réponse économique, aucune réponse culturelle. Donc la stérilisation de cette région du monde, j'en ai bien peur, va s'accentuer dans les années à venir. Et si nous voulons remédier à cela, il faut regarder cette situation en face, et il importe de voir que cette situation elle a des conséquences dans le contexte européen. Et dans le contexte européen, à partir de là, l'aveuglement volontaire et la censure vis-à-vis de l'islam radical qui est pratiquée par la quasi-totalité des grands médias, par la quasi-totalité des dirigeants politiques est quelque chose d'extrêmement délétère. C'est une attitude d'apaisement, et l'apaisement, des gens comme moi ou Alexandre sont des gens qui sont censurés actuellement dans les grands médias. Et c'est presque dit ouvertement. Pourquoi? Parce que nous pouvons dire la vérité sur ce qui est en train de se passer. Et la conséquence de cet aveuglement volontaire généralisé et de l'apaisement, c'est que d'un autre côté, il y a des mouvements extrémistes qui se développent, et à partir de là se développent des risques de tension de plus en plus grandes et de plus en plus exacerbés. Et nous sommes face à ces risques de tension qui vont, je le crains, s'exacerber effectivement dans les années à venir.
Merci.